Bienvenue à Planète Terre, cette semaine à l'émission Dubaï, nid d'espions. Vous avez peut-être vu aux informations cette énorme affaire d'espionnage et d'assassinat. Une trentaine d'agents se sont infiltrés à Dubaï pour assassiner un leader du Hamas. C'est une opération qui est en train de d'ébranler, disons, les rapports de force au Moyen-Orient. Nous allons en discuter avec Marie-Joëlle Zahar. Ensuite, à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des femmes, nous allons discuter de la condition des femmes en Inde. Mira Kamdar, qui est auteure et indienne d'origine, et Karine Bates, anthropologue, vont discuter avec nous des zones de progrès pour la condition féminine en Inde, mais aussi des zones de conditions assez pitoyables. Vous allez voir, c'est parfois attristant et affligeant. Pour terminer, nous allons poser une grande question. Avec toutes les nouvelles technologies qui font en sorte qu'on puisse guérir le corps et parfois l'améliorer, où en est la dignité humaine? Est-ce qu'il y a une frontière qu'il ne faut pas franchir dans les manipulations génétiques ou autres qu'on commence à être capable de faire sur le corps humain et sur le cerveau humain? Michelle Stanton-Jean, qui est une spécialiste de ces questions éthiques, a lu pour nous un livre récent sur le sujet « Dignité et diversité des hommes ». Elle va en discuter et va nous donner son avis. Mais d'abord, après la pause, Dubaï, nid d'espions. Alors, comme promis, on vous parle d'espionnage à Dubaï, d'espionnage qui implique un très grand nombre d'espions, d'agents de sécurité et de puissances étrangères. Et pour nous faire voir plus clair dans tout ça, mon invité, Marie-Joëlle Zahar. Bonjour Marie-Joëlle. Bonjour Jean-François. Merci d'être là. Marie-Joëlle est grippée, mais elle a accepté de venir quand même nous expliquer ce qui se passe. Marie-Joëlle, vous êtes professeure en sciences politiques, vous êtes la directrice scientifique du réseau francophone sur les opérations de paix. Parmi vos écrits récents, un chapitre intitulé « Liberal Interventions, Illiberal Outcomes, the UN, Western Powers and Lebanon », de vos champs d'études, dans cet ouvrage « New Perspectives on Liberal Peace Buildings », dirigé par Edward Newman et collègues. Bon, alors, résumons à grands traits cette histoire d'espionnage qui passionne le Moyen-Orient. Alors, il s'agit d'abord de la cible de l'assassinat, Mahmoud al-Mabhouh. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Mabhouh, ça va. Mabhouh, OK. Alors, qui est-il et pourquoi était-il important pour ceux qui ont voulu s'en débarrasser? Donc, l'un des chefs du Hamas. Le Hamas, bien sûr, l'un des deux grands groupements politiques dans les territoires palestiniens, au pouvoir par la voie électorale depuis 2006, mais en fait rejeté, dont la légitimité est rejetée par l'Occident parce qu'associé à des actes que l'on dit terroristes. Al-Mabhouh était un responsable de la branche armée du Hamas. Il a été impliqué dans des meurtres de soldats israéliens et l'État d'Israël le voulait donc pour ces meurtres-là. Bon, et d'ailleurs, donc ça, ce n'est pas un débat, il a lui-même revendiqué ces assassinats dans une entrevue à Al Jazeera. Et Israël pense que c'est une des personnes qui font le lien entre l'Iran et le Hamas pour le trafic d'armes, et d'armes sophistiquées en particulier, qui mettent Israël en difficulté et en niveau d'angoisse assez élevé. Bon, alors, nous savons qu'il a été assassiné en janvier dans sa chambre d'hôtel à Dubaï. Alors, expliquez-nous un peu l'ampleur de l'opération. Tout d'abord, on doit commencer par dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a des assassinats de responsables palestiniens à l'étranger qui sont imputés ou qui sont revendiqués par l'État d'Israël. Ça a commencé il y a assez longtemps avec Salamé, qui était l'un des responsables des attentats de Munich, donc contre les athlètes israéliens. Et Israël a une politique d'assassinat ciblé, même si l'État israélien ne revendique pas la responsabilité à chaque fois qu'il y a effectivement mort d'homme. Mais il y a clairement des cas dans lesquels Israël a revendiqué et a pris la responsabilité pour les assassinats. Donc Israël a une double politique, une politique affichée d'assassinat sélectif et par ailleurs une politique de, sauf exception, ne pas revendiquer la responsabilité, ni commenter, ni démentir, ni avouer, ce qui est le cas cette semaine. Ce qui est le cas cette fois-ci. Ouais. Ce qui est intéressant, et je pense ce qui fait la différence de ce cas-là, c'est que pour la première fois, quand ça se passe dans un pays arabe, nous avons énormément d'indices qui sembleraient
pointé dans la direction d'Israël. En général, l'État israélien, la Mossad, le service de renseignement israélien ne laisse pas de traces. Ils sont parmi les plus efficaces et reconnus parmi les plus redoutables services de renseignement à l'échelle mondiale. Dans ce cas-là, pour des raisons sur lesquelles nous pouvons revenir, il y a énormément de traces et justement, les Émirats semblent être capables d'en découvrir non seulement énormément, mais de plus en plus. Plus les jours passent, plus en fait on est en train de voir l'ampleur de la chose. On a commencé par une dizaine de personnes impliquées, on en est aujourd'hui à près de 30, et à tel point que certains analystes estiment qu'il serait peut-être pas ce ne serait pas une affaire d'assassinat, que ça pourrait être essentiellement une antenne régionale du Mossad qui est en train d'être démantelée par les Émirats. Oui, parce que 30 personnes pour en assassiner une, c'est beaucoup. Alors normalement, pour ce qu'on en sait, ce sont des plus petites unités. Et ceux qui ont vu le film Munich, justement, de Spielberg, montrent que c'est quand même 3 ou 4 personnes qui s'occupent d'un certain nombre d'assassinats. Bon, ce qui a beaucoup frappé, effectivement, à Dubaï, qui est un État qui a beaucoup d'argent, c'est la capacité du service de renseignement de Dubaï d'avoir des caméras partout, ce qui est une chose, mais de les utiliser à bon escient, ce qui en est une autre. Oui. Effectivement, 2 choses à remarquer. Dubaï, l'un des Émirats arabes unis les plus importants avec Abu Dhabi, est assez riche pour se payer un circuit de caméras, un circuit fermé de caméras du type de ceux qui sont installés depuis les années 70-80 en Grande-Bretagne. Il semble être extrêmement bien déployé, donc il y a une couverture assez considérable. Et d'ailleurs, on voit dans les images qu'ils ont montrées à date, les soi-disant agents israéliens non seulement dans l'hôtel où s'est passé le meurtre, mais également dans des shopping malls, etc. Donc, on arrive à retracer leur déplacement de l'aéroport jusqu'à l'endroit du crime. Et on en voit un qui est chauve, qui entre aux toilettes. Lorsqu'il ressort, il a une perruque. Bon. Alors, donc ça, d'une part, la capacité de Dubaï de les identifier, et d'autre part, il y a ces fameux passeports. Parce que là, cette question des passeports, évidemment, à leur décharge, si c'est le Mossad, c'est difficile d'utiliser des passeports israéliens pour se promener dans les territoires arabes, pour aller assassiner des leaders arabes. Et donc, le Mossad a toujours utilisé des passeports de pays étrangers. Et cette fois-ci, ce sont des passeports, pour plusieurs, de citoyens israéliens qui existent, qui ont la double nationalité. Et donc, on a dupliqué leur passeport britannique, irlandais, français, sans le leur dire. Donc, c'est du vol d'identité. Non seulement est-ce du vol d'identité, mais ça a créé, en fait, 2 réactions très différentes à l'intérieur de l'État d'Israël. D'une part, la réaction des personnes dont l'identité aurait été volée, qui sont bien sûr non seulement outrées, mais qui s'inquiètent pour les conséquences pour elles, pour leur famille, etc. Mais aussi, d'autre part, si vous voulez, une sorte d'engouement pour le Mossad qui, dans les derniers jours, dit avoir vu le nombre d'applications pour entrer au service de renseignement augmenter de manière essentiellement considérable. Voilà. Donc, à la fois une publicité pour le Mossad à l'interne, mais évidemment, une difficulté, effectivement, vous le dites, puisque lorsque on sait la difficulté sur les listes noires qui existent maintenant pour embarquer dans un avion, si votre passeport a été utilisé pour organiser un assassinat, il faut penser que la fouille sera rude la prochaine fois que vous voudrez prendre un avion si vous ne changez pas d'identité. Mais bon. Je voudrais aussi peut-être souligner une autre chose. Dans la mesure où ceci est avéré et qu'effectivement c'est une opération du Mossad, cela cause des problèmes en termes de double citoyenneté. Beaucoup de citoyens israéliens ont des doubles citoyennetés, notamment ceux qui ont fait l'ALIA, donc c'est-à-dire ceux qui sont nés à l'étranger et qui ont décidé quelque part dans le cours de leur vie de revenir en Israël et de revendiquer leur droit de citoyenneté, ce à quoi tout juif a le droit. Ça cause des problèmes qui ne seraient pas sans rappeler, par exemple, le genre de problème que nous avons eu ici au Canada en 2006, lorsqu'on a parlé de double citoyenneté, de loyauté des citoyens, etc. Ça risque de mettre des portions
considérable de citoyens européens qui sont également israéliens dans l'embarras et de causer des frictions entre l'État d'Israël et les États européens à un moment où Israël est énormément sous la loupe, notamment par rapport à sa politique sur les colonies de peuplement et ce que l'on semble voir comme étant un raidissement et un refus de vraiment négocier et d'essayer de rouvrir, si vous voulez, le chapitre des négociations avec les Palestiniens. Alors, les Palestiniens, parlons-en, il y a un angle palestinien, pas seulement la victime de l'assassinat, mais dans la trentaine de personnes impliquées, il y a 2 Palestiniens, donc 2 personnes qui ont participé au complot, et ces 2 Palestiniens sont d'anciens policiers du Fatah. Alors, dites-nous un peu, débroussaillez ça pour nous. Bon, première chose, le Fatah, bien sûr, la formation qui, aujourd'hui, est le premier adversaire du Hamas dans les territoires occupés, le Fatah, dont le président Mahmoud Abbas relève, qui est historiquement la faction qui a été responsable de la lutte pour la libération de la Palestine, le plus grand mouvement au sein de l'OLP. Le Fatah, qui est en perte de légitimité dans les territoires, pour 2 raisons. D'abord, son incapacité de vraiment livrer la paix qu'il avait promise avec les accords d'Oslo. Deuxièmement, ce que l'on voit comme étant une très grande corruption de la part de ses membres, tant politiques que policiers, et le fait que certaines personnes le voient comme étant maintenant un prédateur dans la société palestinienne. En d'autres termes, si effectivement il y a collaboration entre le Fatah et l'État d'Israël, ce que le Hamas a déjà soulevé à plusieurs reprises, ceci risque de faire encore plus de mal à M. Mahmoud Abbas, dont la succession est aujourd'hui sur la table des débats et qui risque bien sûr de se revoir encore plus perçu comme essentiellement une marionnette, non plus seulement de l'Occident, mais surtout de la classe politique israélienne. Parce que lorsqu'on est palestinien, quoi qu'on pense du Hamas, l'idée que des membres des forces de sécurité du Fatah aident les Israéliens, donc l'ennemi, à assassiner un membre du Hamas, c'est vu comme un acte de trahison. Non seulement c'est un acte de trahison, mais c'est aussi une preuve qu'il y a une sorte de double langage qui se passe dans le Fatah, puisque le Fatah a toujours refusé, du moins publiquement, de participer à mater le Hamas lorsqu'il y a eu des problèmes entre le Hamas et l'État d'Israël, notamment autour de l'opération de janvier passé. Bon, cela dit, on n'a aucune certitude que ces 2 Palestiniens ont agi sous la direction, avec l'aval ou même avec la connaissance du Fatah. Tout comme on a encore beaucoup de questions autour de l'identité présumée des responsables de l'assassinat, parce que même s'il y a énormément de preuves qui semblent indiquer que l'État israélien est impliqué, il y a également énormément de preuves qui suggèrent qu'il y a eu tellement de fautes, tellement de petits problèmes, tellement de petits dérapages, que ça ne semble pas être le professionnalisme avec lequel, en général, on associe les activités de la Mossad. Oui, alors là, il y a des gaffes qui ont été faites, des imprudences. D'une part, utilisation de cartes de crédit. D'autre part, il semble que la victime, Mahmoud al-Mabou, avait réservé sa chambre d'hôtel sur Internet, ce qui il ne faut pas faire lorsqu'on est un marchand d'armes international. Bon, mais cela dit, il y a un autre étage intéressant parce que le chef des services secrets de Dubaï se tourne vers le Hamas et dit au Hamas, il y a sûrement quelqu'un chez vous qui a agi pour les Israéliens ou le complot en désignant Mahmoud, en disant où il serait, alors chercher une taupe chez vous, une taupe ou quelqu'un qui voulait du mal à ce dirigeant du Hamas en particulier. Écoutez, je crois que ça souligne 2 choses. La première, le fait qu'il y a effectivement, même au sein du Hamas, des luttes internes. Il y a des désaccords relativement profonds entre différentes factions du mouvement. Elles ne paraissent pas, elles ne sont pas en général soulignées dans la presse étrangère qui a tendance à décrire le Hamas comme un mouvement terroriste extrêmement uni, mais comme tous les mouvements, il y a des factions. Deuxièmement, je pense que la question de la taupe souligne quelque chose d'autre. Je ne suis pas certaine qu'il y ait une taupe, mais je pense que ça souligne qu'avec le type d'informations que nous avons aujourd'hui, l'accès aux médias, Internet, etc., les fuites d'informations sont beaucoup plus faciles. Je ne pense pas qu'il y a nécessairement besoin d'une taupe. L'État d'Israël peut très bien surveiller Internet et voir quand quelqu'un, par exemple, déciderait éventuellement d'aller prendre une chambre d'hôtel sur Internet à Dubaï. Mais je pense que toute cette
affaire-là souligne quelque chose en particulier, à quel point il est difficile aujourd'hui de faire du renseignement et des opérations secrètes dans un monde où presque plus rien n'est secret, où on est sous surveillance, je dirais même sous haute surveillance, essentiellement où qu'on soit, que ce soit à cause de nos cartes de crédit, que ce soit à cause de nos passeports biométriques, que ce soit à cause des télévisions à circuit fermé, et ainsi de suite. Interception des conversations cellulaires, etc. Dites-moi, quelle est la prochaine étape politique en Israël et en Palestine? Une élection au niveau palestinien? Qu'est-ce qui s'en vient sur l'horizon? Il y a clairement des élections qui s'en viennent pour la présidence palestinienne. Et donc cette affaire-là, si jamais effectivement il y a un lien entre le Fatah et l'assassinat de Mabhouh, risque d'être un problème. Mais même avant ça, je pense que ce qui est plus important, c'est de se poser la question à quel point ceci va-t-il nuire aux efforts de colmater la brèche entre le Hamas et le Fatah, des efforts qui ont lieu essentiellement depuis que la situation entre les deux s'est énormément détériorée fin 2006, début 2007, et dont le but est d'essayer d'éviter qu'au-delà, bien sûr, du blocage de la situation entre Israël et les Palestiniens, on ne risque pas une guerre civile intestine entre Palestiniens. Parce que d'une part, donc, on veut éviter cette guerre civile, et d'autre part, les puissances occidentales, et même celles qui veulent la paix, aimeraient avoir un interlocuteur valable, stable du côté palestinien. Et c'est ça l'enjeu de l'élection qui va venir. C'est effectivement l'enjeu. Je pense que l'autre chose aussi, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on est prêt à jouer un franc jeu avec des groupes qui, même s'ils sont armés, acceptent de se soumettre à certaines normes. Le Hamas a fait savoir par plusieurs canaux à différents moments qu'il serait peut-être prêt à considérer une trêve avec Israël, etc. Sauf qu'une politique d'assassinat ciblé, si effectivement ceci est démontré, risque de remettre aussi sur le tapis la question de savoir comment est-ce qu'on gère avec des groupes qui sont dits terroristes? Faut-il vraiment les éliminer physiquement? Peut-on à la fois essayer d'en éliminer certains et en même temps d'en ramener d'autres dans le giron? Et je pense que c'est là vraiment que va être le nœud gordien de l'affaire, parce que le Hamas ne va pas disparaître, qu'il soit ou pas au règne du pouvoir dans l'autorité palestinienne. Et à l'inverse, comment négocier avec un État qui organise des assassinats de certains membres de votre direction? Marie-Joëlle Zahar, merci d'avoir éclairé un sujet absolument fascinant à plusieurs étages. On est vraiment dans le quadridimensionnel. Je souligne aux auditeurs que vous allez diriger l'école d'été du Cérium cet été sur les opérations de paix. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci et nous avons discuté tout à l'heure d'une plage musicale qui permettrait disons, d'illustrer le caractère parfois loufoque de ces opérations. OSS 117, Le Caire, nid d'espions, la chanson thème. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est un excellent choix. Comme tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de sourire à l'idée qu'on mette ça avec ce qui s'est passé à Dubaï, parce qu'effectivement, nid d'espions, c'est ce qui vient à l'esprit. Merci. On écoute donc OSS 117, Le Caire, nid d'espions, la musique thème. En profondeur cette semaine, nous allons parler de la question des femmes en Inde, un sujet fascinant que j'aborde avec deux invités. D'abord, Mira Kamdar. Bonjour. Merci d'être là. Alors, Mira, vous êtes fellow au World Policy Institute à l'Asia Society de New York. Vous êtes auteur, entre autres, de ce livre Planet India, l'ascension turbulente d'un géant démocratique. On peut vous lire aussi sur le blog international Asie du monde diplomatique, entre autres endroits. Et notre collègue Karine Bates. Bonjour Karine. Bonjour. Merci d'être là. Alors Karine, vous êtes professeure d'anthropologie à l'Université de Montréal. Vous dirigez le pôle de recherche sur l'Inde et l'Asie du Sud. D'ailleurs, vous avez organisé cet été l'école sur l'Inde, la surprenante modernité, où Mira était une conférencière invitée, d'ailleurs co-titulaire du cours. Et parmi vos écrits, Karine, il y a Legislation as an agent of social change, widows' access to property.
dans une région de l'Inde que je ne nommerai pas de peur de massacrer le nom. Alors, c'est dans ce livre The Political Economy of Public Policy in Contemporary India. Tous les liens seront sur le site, évidemment, de Planète Terre au Cerium. Alors, on va parler d'abord, Mira, du déséquilibre des sexes en Inde. C'est quelque chose, on ne parle pas de l'histoire ancienne, on parle de l'Inde contemporaine. Alors, comment est-ce qu'on peut qualifier ce déséquilibre? C'est vraiment de l'Inde contemporaine, c'est une situation qui non seulement existe, mais qui s'aggrave. C'est-à-dire la suppression des naissances des filles, notamment par le féticide. On emploie des échographies afin de déterminer le sexe de l'enfant à naître. Si c'est une fille, elle aurait dans certaines régions de l'Inde, c'est pas national, hein, c'est un phénomène qui est très régionalisé, mais dans certaines régions de l'Inde, cet enfant à naître, si c'est un enfant féminin, aurait toutes les chances d'être avorté. Ce qui résulte maintenant en un déséquilibre sexuel, ce qui est un problème démographique pour l'Inde. Dans ces régions, notamment dans le nord du pays, le Punjab est notamment très touché, mais aussi le Gujarat, l'Uttar Pradesh. Quelle est la proportion à peu près de femmes manquantes? Ça peut varier jusqu'à moins de 800 filles pour toutes les 1000 garçons, tous les 1000 garçons nés, et ça peut monter dans les 900 au 1000, ce qui est anormal parce que... Attendez, je vais juste replacer. Donc, pour 1000 garçons nés, il y a combien de femmes? Que 800. Que 800. Donc, voilà, il en manque 200. Par exemple. Donc, il en manque 200. Oui. Et c'est très anormal parce que normalement, il y a plus de filles qui sont nées. Dans le courant naturel des choses. Dans le courant naturel des choses. Donc, c'est vraiment une situation très grave. Et maintenant, il commence à manquer, parce que comme les bébés-filles deviennent des femmes, il commence à manquer des femmes. Et il y a plein de jeunes hommes qui trouvent à se marier. Enfin, ça crée tout un déséquilibre démographique. Donc, le processus est assez long dans le temps. Voilà. Donc, c'est des échographies qui ont permis de savoir ça. Donc, c'est une technologie relativement jeune, enfin de quelques décennies. Mais là, on est à l'étape où, 20 ans plus tard, il y a pénurie de femmes à marier. Voilà, ça commence à se faire sentir. C'est vraiment un phénomène qui s'est accéléré avec l'essor économique de l'Inde. C'est-à-dire que les familles de la nouvelle classe moyenne, notamment, elles comprennent que, comme dans le système indien, il y a la famille élargie et que la richesse, le travail, notamment des garçons, reste à profit de leurs parents, alors que les filles sont à marier et elles vont habiter dans une autre famille étrangère, donc à leur famille d'origine. Il est de tout intérêt aux familles de conserver autant que possible leur richesse en n'ayant que des garçons et en recevant notamment de par là, dans le mariage, la dot des filles qui vont revenir dans leur famille. Et puis, alors c'est extraordinaire parce qu'on a donc une Inde, comme vous dites, qui se modernise économiquement, mais en gardant ses pratiques sociales, familiales, où effectivement la femme, la fille va aller donc dans la famille de son mari. Absolument. Mais est-ce qu'on aurait l'impression que, justement, avec l'éducation qui est très élevée, y compris pour les femmes, si je ne me trompe pas, qu'on commencerait à avoir des failles dans le système et un certain nombre de familles qui acceptent que ce ne soit pas comme ça? On espère. Il est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes, notamment dans les milieux urbains, qui entament une carrière, qui travaillent en dehors de la maison, qui donc font rentrer un salaire, mais ça reste relativement limité. La plupart des femmes indiennes qui travaillent, certes, mais travaillent à la maison ou sur les fermes, sont toujours vues plus comme ayant une valeur reproductive que professionnelle, mais il est à espérer que dans le temps, pour ce qui concerne l'éducation, les femmes sont toujours assez en retard par rapport aux hommes aux Indes. Donc le taux d'analphabétisme féminin est supérieur au taux d'analphabétisme masculin et ça peut aller vraiment dans des États où l'éducation n'est pas ce qu'elle devrait être. On peut regarder des taux d'alphabétisation, par exemple, de 60% pour les hommes et de 30% pour les femmes. Ah, oui. Ce qui est aussi, je voudrais aussi ajouter que ce phénomène de la sélection des sexes des bébés afin d'assurer la naissance de préférence de bébés masculins est en train de se propager dans la population diasporique indienne et au Canada et aux États-Unis. Les derniers sondages indiquent, en fait, statistiques de naissance indiquent que ce phénomène, malheureusement, est en train de se poursuivre à l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les jeunes garçons qui n'ont pas de femmes à leur disposition? Mais là, il commence tranquillement à y avoir, dans certains États, notamment au nord de l'Inde, d'abord, il y a des hommes qui
comprennent le défi à relever et puis qui militent en fait pour que les gens, ou qui éduquent les gens, si on veut, à garder leurs filles, parce que c'est nécessaire au plan social, mais en même temps, il commence à y avoir aussi des tensions entre les hommes. C'est un phénomène récurrent à travers l'histoire. Lorsqu'il y a un manque de femmes, il y a des conflits entre hommes qui naissent, qui peuvent aller à des conflits armés. Donc, ce manque de femmes-là, non seulement en Inde, mais dans toute l'Asie, mais notamment en Inde et en Chine, c'est même devenu un problème de sécurité internationale, parce qu'on craint que le manque de femmes fasse en sorte que des hommes finissent par s'engager dans des causes politiques, peut-être même armées, et créent une radicalisation, donc, des comportements. Oui, ou des actes de violence. Et l'autre impact Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas laisser les hommes tout seuls trop longtemps. Non. Mais Karine, parlez-nous d'un autre phénomène qui vous intéresse, c'est celui de la dot. Oui. Alors, on dit, ici, on dit la dot, ah ben oui, c'est le père de la mariée qui va payer la cérémonie, mais ça va beaucoup plus loin que ça en Inde, et ça crée là aussi des situations tragiques. Oui, mais en fait, la dot comme telle, donner ou recevoir une dot, ou l'échange, donc non seulement d'argent, mais aussi de biens, de bijoux, etc. Donner ou recevoir une dot en Inde, c'est interdit par la loi depuis 1961. Et il y a eu, en 1984, un nouveau crime qui a été introduit au Code pénal indien et qu'on appelle un crime typiquement indien, c'est le dowry debt. Dowry debt, la dette de dot. Non, la mort, la mort, le décès, c'est pas la dette, c'est le décès lié à la dot. Oh là, oui. Okay. Et là, ce qui se produit, c'est que on a essayé de créer, donc, de faciliter la poursuite des gens pour avoir demandé une dot ou donner une dot. Mais ces lois-là ne sont pas appliquées. Bon, mais décrivez-nous le phénomène. Comment est-ce qu'on en arrive à un crime sur la dot? Qui tue-t-on et pourquoi? Bien, c'est parce qu'il y a négociation entre la famille de l'époux et de l'épouse au moment du mariage. Normalement, on s'entend sur un prix, un montant, et qui doit être versé au moment du mariage, et après ça, on n'est plus supposé en entendre parler. Donc, d'une part... Versé à la famille du mari. Exactement. Voilà. Et là, ce qui se produit, c'est que, d'abord, c'est pas une tradition indienne. Hein? Ça se faisait surtout dans les castes supérieures, les castes plus aisées. On a commencé à voir le phénomène descendre au niveau de toutes les couches de la population, et en même temps, une surenchère des montants. Donc, là, il y a effectivement des dettes liées à la dot, où les familles des jeunes filles s'endettent. Pour donner la dot, parlez-nous de quelle ampleur ça peut prendre? Bien, c'est difficile de faire des proportions par rapport à ici, mais par rapport au salaire mensuel ou... ça peut souvent aller à représenter même des salaires de plusieurs années du père de famille. Ah oui. Et il y a même des pères qui sont obligés d'hypothéquer complètement, ceux qui ont la chance d'avoir une terre agricole, d'hypothéquer leur terre, etc. Il y a même des hommes qui se suicident à cause du fait qu'ils ne sont pas capables de marier leur fille parce qu'ils ne sont pas capables de payer de dot, ou bien non, parce qu'ils ont payé une dot déjà considérable. Et le nouveau phénomène, c'est que c'est comme ça qu'est arrivé les crimes liés à la dot, c'est que y a les jeunes mariés qui viennent vivre donc dans la famille de leur épouse sont harcelés pour que ses parents à elle apportent toujours plus, une télévision, une auto, une moto. Au-delà de ce qui a été donné au départ. Au-delà de l'entente de départ, qui est toujours plus élevée. Donc, maintenant, ça continue. Et quand le père ne peut pas donner, ou les frères ne peuvent pas donner, mais la jeune fille est souvent victime de violence, et soit qu'elle va commettre un suicide, soit qu'elle va être assassinée par la belle-mère ou par des membres de la belle-famille ou son mari, ou bien non, elle peut commettre un suicide. Et pour le décès lié à la dot, inclut toute mort d'une jeune femme à l'intérieur de ses 7 ans de mariage. Il y a une présomption de décès causé pour demande de dot. Alors, c'est que le phénomène n'est pas marginal, c'est quelque chose qui est significatif en termes de nom?
C'est significatif, mais là encore, c'est selon la région. C'est un problème qui est particulier au nord de l'Inde, comme le problème du déséquilibre démographique. Et c'est un problème aussi qui est lié justement à l'essor économique de l'Inde. C'est-à-dire que à mesure que les familles définissent leurs valeurs par la quantité de biens qu'elles puissent posséder et surtout des biens qui sont nouvellement disponibles sur le marché indien, tels que les biens que Karine vient de mentionner, les autos, les motocyclettes aussi, les frigos, les postes de télévision, tous ces biens-là. Dans cette perspective-là, les familles qui n'ont pas les moyens en soi d'acquérir ces biens, ils ont peut-être la chance d'en avoir en concluant une bonne négociation de mariage pour leur fils. Donc, c'est aussi, ce que vous dites, un effet secondaire du matérialisme Tout à fait. indien qui est maintenant prévalent à cause de la croissance économique. C'est vraiment... c'est une situation qui nous laisse penser que ça va pousser à la révolte, qu'il y a des gens qui vont se révolter contre ça. Donc, c'est déjà bien que le Parlement ait adopté une loi, mais pourquoi n'est-elle pas appliquée? Est-ce qu'il y a des procès? Est-ce qu'il y a des accusations qui sont portées? Dans le cas des dots comme tel, très peu, parce qu'en plus, c'est très difficile de prouver. Ce pas des ententes écrites, ce sont des ententes orales. Les parents de la fille disent que ce sont des cadeaux qu'ils ont donnés à leur fille. Donc, comment est-ce qu'on peut empêcher des parents de donner à leur fille? Mais même si on accumule des témoignages, etc., ça reste des causes qui ne sont pas rapportées souvent à la police parce que le processus juridique est extrêmement long et lent et s'il y a une plainte par rapport à ça, la réputation des deux familles est entachée. Donc, tout remariage peut devenir compliqué. Karine, vous êtes intéressée aussi à la question des veuves et de leur accès à la propriété. Quelle est cette problématique? Bien, la problématique, en fait, depuis 2006, il y a un amendement maintenant à la loi hindoue sur les successions qui fait en sorte que les filles peuvent aussi avoir accès à la terre au même titre que les fils. Mais dans la tradition hindoue, les veuves ont toujours eu le droit, si on veut, les fils avaient le devoir de maintenir leur mère dans de bonnes conditions. Mais trop souvent, ce qui se passait, c'est que les veuves se retrouvaient un peu isolées ou n'avaient pas accès à leur propriété comme telle. Donc, en fait, la problématique de l'accès à la propriété des veuves reflète, si on veut, l'accès à la propriété des femmes, surtout en milieu rural. Donc, c'est cette difficulté de mettre en application des lois qui sont souvent très progressives, qui ont été mises sur place après l'indépendance de l'Inde en 1947, mais des lois très progressives, mais qui demandaient des changements très, très profonds de l'organisation familiale, sans qu'il y ait au niveau étatique, par exemple, l'établissement de d'autres réseaux de sécurité comme la pension de vieillesse, un système de santé valide, valable, et puis, ou bien des systèmes d'assurance-emploi, etc. Donc, dans ce cas-là, la famille reste le réseau de sécurité. C'est ça. De fond. Bon, et donc, si la veuve n'a pas accès à la propriété est transmise donc au fils. Oui. Donc, elle n'a ni accès à cette propriété qui génère des revenus, ni accès à un filet social. Et là, avec cet amendement, donc, on les rétablit dans leurs droits. Est-ce que, et encore, on revient toujours à la question, c'est beau d'avoir la loi et l'amendement, mais est-ce que c'est appliqué? Mais c'est encore effectivement très difficile d'être appliqué parce que pour que la mère réclame au fond son droit à son titre, c'est souvent d'aller contre ses fils. Oui. Donc, pourquoi est-ce que je demanderais un papier? Ce sont mes fils. Pourquoi est-ce que je demanderais de l'argent? C'est ma famille. Donc, c'est toute une dynamique familiale, au fond, qui date de plusieurs siècles, il ne faut pas oublier. Mais ceci dit, de façon générale, dans la plupart des régions de l'Inde, les veuves sont mieux traitées qu'il y a 50 ou 60 ans en Inde. Donc, quand on regarde sur une longue période, il y a beaucoup de progrès. Mira, en terminant, j'aimerais vous parler d'un événement, d'un phénomène qui s'est produit autour de la Saint-Valentin. Alors, racontez-nous de quoi il s'agit.
Il s'agit de la brigade des culottes roses. Ah. Ça peut paraître choquante, surtout par rapport à un pays qu'on croit conservateur un peu sur ce genre de questions comme l'Inde. Mais en fait, il y a un mouvement très conservateur, hindouiste ou de nationalisme hindouiste en Inde qui essaie de remettre les femmes bien hindoues à leur place. C'est-à-dire à la maison. C'est-à-dire à la maison. Et pas dans les pubs. Et pas dans les pubs, exactement. Et qui s'est donc attaqué à de jeunes femmes travaillant certainement dans l'informatique ou dans de ces nouvelles industries en Inde où les jeunes femmes comme des jeunes hommes travaillent à la fin de leur journée comme des jeunes partout. Ils aiment bien aller ensemble se détendre dans un pub. Ça existe en Inde aussi, de nos jours. Et ces hindouistes conservateurs n'étaient pas contents. Ils se sont attaqués à ces femmes et ils ont promis de faire souffrir cette population de jeunes lors de la Saint-Valentin. Il y a une journaliste à Delhi... Attendez, les faire souffrir comment? D'aller les attaquer et non seulement d'aller les tabasser un peu, les harceler dans les pubs, mais de sur les champs marier avec le jeune homme lequel elle était, voilà, par un prêtre hindou parce que si vous voulez bien sortir avec un jeune homme, il faut bien que ce soit votre mari. D'accord. Donc voilà. Et il y a une journaliste à Delhi qui a été vraiment outragée que dans l'Inde du 21e siècle, quand même, ce genre de comportement se passe. Et elle a entamé toute une réponse militante en invitant toutes les femmes de l'Inde d'envoyer au leader de ce groupe conservateur une paire de culottes roses. Et il y a des centaines de milliers de culottes roses qui lui sont quasi littéralement tombées sur la tête. C'était à Mangalore, dans le sud de l'Inde. Il en est sorti un tout petit peu humilié. Son mouvement a été remis en place. On l'a traité d'ailleurs et son mouvement comme des talibans hindous, ce qui a fait comprendre tout de suite à tout le monde leur programme par rapport aux femmes indiennes. Et c'est quand même un signe que les femmes indiennes sont un peu sorties de leur place et aimeraient bien jouir des libertés dont la vie moderne, en quelque sorte, leur permettent de mener actuellement. C'est ça, parce qu'il faut dire qu'il est interdit de s'embrasser en public, se tenir la main. Dans certains États. Ouais, le Rajasthan notamment. Okay. On peut être arrêté si on fait ça? Oui, on peut être arrêté. D'ailleurs, il y a eu un cas célèbre en 2008, je pense, d'un couple d'Occidentaux qui ont choisi de faire leur mariage dans le Rajasthan. C'est une région extrêmement jolie. Et à la fin de la cérémonie de leur mariage, ils ont osé s'embrasser. Comme ça se fait chez nous. Ben oui, tu as embrassé la mariée. Ils ont été arrêtés sur le champ. Ils ont passé la nuit de noces en prison. Mais dans des cellules séparées. Ils ont été libérés peu après. Bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est vrai qu'il y a de très grandes sensibilités sur ces questions qui restent encore aujourd'hui. Mais il y a un progrès parce que, Karine, quand Richard Gere, il y a à peu près 1 an et demi, était en Inde pour une soirée bénéfice et a embrassé sur la scène cette magnifique actrice indienne dont j'oublie le nom. Il y a eu un mouvement qui a proposé de le rendre persona non grata en Inde. Et puis finalement, la communauté politique a dit qu'il ne faut quand même pas exagérer. Oui, on va le laisser revenir. Voilà. Alors, pour terminer, on pourrait continuer longtemps. Mira Kamdar, vous avez pensé à une plage musicale pour nous. Qu'est-ce que vous proposez et pourquoi? C'est un air qui a été composé d'abord par une femme, Shobha Mudgal, qui est très connue en Inde. Et c'est un air qui a été composé pour une vidéo musicale créée par une société, un ONG qui s'appelle Breakthrough et qui se sert des médias de populaires comme les vidéos musicales, etc., pour communiquer des messages progressistes aux jeunes de l'Inde. Et là, c'est une vidéo sur la liberté des femmes et sur leur droit d'exister entre elles en toute tranquillité, sans être harcelées par les hommes. Très bien. Alors, écoutez, d'ailleurs, je signale, je vais mal dire le nom de la plage, Manke Manjire. Alors, si vous allez sur le site de cette émission, vous allez voir le lien YouTube et on voit le clip vidéo avec la traduction anglaise en sous-titres des paroles de cette jeune femme qui chante sur un train. Je l'ai regardé parce que vous me l'aviez signalé et qui dit « Je reprends ma liberté », etc. C'est très beau. Alors, merci beaucoup, Karine, d'être là. Karine Bates, donc les auditeurs peuvent suivre les activités du pôle de recherche sur l'Inde. Il y a des conférences, il y a des textes.
peut trouver ça et on les invite à venir. Et Mira Kamdar, je rappelle le titre de votre livre, Planète India, l'ascension turbulente d'un géant démocratique. C'est à Actes Sud et on écoute, grâce à vous, Manke Manjire. Merci. Merci. मन के मंजीरे आज खनकने लगे भूले थे चलना कदम थिरकने लगे अंग अंग बाजे मृदंग सा सुर मेरे जागे सांस सांस में बास बास. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium, et nous allons discuter d'un sujet qui va dominer une partie des conversations à la fois, pour l'instant, des juristes, des bioéthiciens, mais vous allez voir, ça va arriver assez rapidement dans les discussions sur les lignes ouvertes et dans les discussions de famille, parce qu'on va parler de jusqu'où est-ce qu'on peut modifier la personne, ses capacités intellectuelles, ses capacités humaines, ses capacités sportives. Et est-ce qu'il y a un moment où la question de la nature humaine elle-même est posée? Alors, pour en discuter avec moi, Michel Stanton-Jean, merci beaucoup d'être là, Michel. Vous êtes donc chercheur invité au Centre de recherche en droit public. Vous avez beaucoup participé ces dernières années aux discussions autour de la bioéthique, de la génomique. Vous avez co-dirigé ce livre de l'UNESCO, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, histoire, principes et applications. Mais cette semaine, vous avez lu pour nous le livre de Gilbert Ottois, Dignité et diversité des hommes. Alors, la question qu'il pose, c'est la question de la dignité humaine et puis de la dignité face à ces nouvelles technologies qui entrent dans l'humain, dans le corps humain. Mais alors, est-ce qu'on peut d'abord définir ce que c'est que la dignité humaine? Non, il ne faut surtout pas essayer de la définir. Ah non? C'est-à-dire que c'est un petit peu une blague, mais c'est comme un certain nombre de choses qu'il faut affirmer et définir. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a des grandes controverses là-dessus, des débats philosophiques, des débats en bioéthique, etc. Mais fondamentalement, l'idée, c'est de si on remonte à Kant, un peu respecter l'humain, de ne pas instrumentaliser l'humain et tout ça, c'est tout qui est en arrière de ça de nos jours. Mais c'est un concept quand même qui est, d'une part, très, très valorisé. Si on lit le livre sur la dignité humaine de Thomas de Coninck, où il y a des philosophes ou des bioéthiciens même qui le remettent en question en disant ça ne sert à rien, on va nulle part avec ce concept. Moi, je pense, et toi aussi, que c'est un concept porteur. C'est un concept que, d'ailleurs, on a mis dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, qu'on a mis au début, la question de la dignité humaine. Mais Ottois, qui est un... Quelle est sa thèse? C'est un philosophe? Quelle est sa thèse? C'est un philosophe, et c'est un philosophe qui a beaucoup réfléchi sur ce qu'il appelle les technosciences. Alors, toutes ces nouvelles sciences qui, comme vous le disiez bien, remettent en question toutes sortes de problématiques au niveau du début de la vie, au niveau de la fin de la vie et au niveau du milieu de la vie. De sorte qu'actuellement, à ces trois moments clés dans la vie, on doit toujours s'interroger sur qu'est-ce qu'on doit faire. Si on parle de technologies de reproduction, si on parle de sélection d'embryons, si on parle de dons d'organes, si on parle de prolonger la vie avec les coûts que cela engendre à la fin de la vie, où doit-on s'arrêter? Ça, c'est plutôt sa partie, disons, qu'il discute autour de, dans le fond, comment utiliser la technoscience, les technologies, quel doit être le rapport et le rapprochement qui doit se faire entre l'homme de science et les gens qui travaillent plus sur les dimensions sociales, éthiques, légales et philosophiques de la question. Et qu'en pense-t-il? Où trace-t-il une ligne? Lui, il est beaucoup pour que tous ces gens travaillent ensemble. Et il dit au début, justement, qu'à un moment donné, il y avait un peu un retrait des philosophes de tous ces débats et que petit à petit, avec la bioéthique et les questions que j'évoquais, les philosophes sont revenus dans le débat et qu'ils doivent, dans le fond, faire preuve d'une ouverture et peut-être parfois d'une certaine humilité ou ne pas refuser parfois certaines approches consensuelles qui, pour lui, ne sont pas inutiles. Alors, quels sont les termes du débat? On dit, bon, il y a certaines interventions, on dit, bon, aider à la fertilité en début de vie, la fertilisation in vitro, aider des couples qui veulent avoir un enfant, donner un petit coup de main par la science.
en quoi est-ce que ça pose le problème de la nature humaine ou de la dignité humaine? Ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, dites-nous un peu ce que... Bien, c'est plus, disons que pour ce qui concerne les techniques liées à la reproduction, aider les gens à avoir un enfant alors qu'ils sont stériles ou il y a des problèmes ou des maladies dans la famille, etc., ça, c'est plus ou moins remis en question. C'est plutôt de manipuler l'embryon ou le blastocyte au début pour en faire ce qu'on veut. Par exemple, avoir les yeux bleus, être une fille, être un garçon, rejeter les embryons filles, choisir des caractéristiques éventuellement avec le développement de la génétique, de dire je veux un musicien, je veux je ne sais trop quoi. Donc, c'est plutôt cette partie qui est appelée chosification ou instrumentalisation de l'être humain et où on peut dire que ça va contre la dignité humaine. Au niveau d'aider les gens qui sont infertiles, c'est un autre débat. Okay. Alors, restons sur la génétique, donc le choix génétique. Ouais. Vous, votre opinion? Bien, c'est très difficile de faire une opinion là-dessus. Moi, je suis encore assez d'accord pour dire que s'il y a des objectifs thérapeutiques, éviter une maladie héréditaire, vous avez des enfants malades, on est capable d'éviter ça, de faire le choix d'embryon. Bon, disons que je serais assez d'accord avec ça. Si c'est pour améliorer tout simplement au bon plaisir de qui veut ceci, qui veut cela, je suis moins d'accord. D'accord. Parce que là, on impose à un tiers, à une personne qui n'existe pas encore, qui est en devenir, on dit, ben moi, je choisis ton destin parce que je joue sur ta génétique. Ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est agir sur soi. Alors maintenant, on a de plus en plus de possibilités d'agir sur soi, de s'améliorer, et bientôt, ce sera encore plus important. On parle pour demain d'avoir des implants dans notre cerveau qui vont augmenter notre capacité cognitive. Alors, est-ce que là, c'est le même débat? Si on peut réparer chez un aveugle, par exemple, lui redonner la vue, c'est curatif. Mais si je me mets un implant pour augmenter ma capacité cognitive, là, ça améliore ma capacité. Pourquoi est-ce que, je pense qu'il n'y a pas de problème à régler le problème pour les aveugles, mais en quoi est-ce que ce serait répréhensible d'augmenter sa capacité cognitive? Oui, c'est ça. En fait, vous mettez bien le doigt sur le débat. La première partie, faire qu'une personne qui ne voit pas voit, je pense pas qu'il n'y a pas trop de débat. Il peut y en avoir au niveau d'un système de santé comme le nôtre, où on pourrait dire jusqu'où on va dans l'inclusion de la gratuité dans certains frais. Au niveau de l'amélioration, il y a de multiples débats. Il y a des débats qui disent, bon, parfois on fait des choses sans vraiment savoir quels vont être les effets à long terme. Ça touche un peu là au risque, tout le débat sur le risque, qu'est-ce que ça veut dire, le principe de précaution et tout ça. Il y a des débats sur, oui, mais ça aussi, c'est améliorer la dignité humaine, parce qu'on va permettre à une personne de vivre plus longtemps. Il y a des débats sociaux comme Peter Singer aux États-Unis qui va dire, lui, ouais, mais si tout le monde continue de vivre ad infinitum, il n'y aura plus de place pour les jeunes. Donc, il y a énormément de débats et de littérature sur toutes ces dimensions, souvent selon la perspective disciplinaire où vous êtes, mais il y a aussi des scientifiques qui disent, mais pourquoi pas faire toutes ces choses-là? Et bon, alors c'est tout le débat autour de la science doit avoir une conscience. Et il y a aussi toute la question des pays en développement, où là, ici, on joue avec des trucs très sophistiqués et eux, ils manquent de vaccins ou de choses très, très de base. Alors, ça, c'est aussi un énorme débat, particulièrement à l'UNESCO, où j'ai participé à beaucoup de ces débats. Il y en a peut-être qu'il faudrait se priver de certaines choses pour il y a tout ce débat qui rejoint... Mais au-delà, la discussion est intéressante, mais au-delà des discussions, est-ce que, je ne vais pas être trop sec, mais est-ce que c'est pas futile? Parce que de toute façon, les développements scientifiques pour la simple amélioration des capacités physiques ou cognitives, si elles existent, des gens vont les acheter, peut-être à l'extérieur du système de santé, et de toute façon, elles vont s'appliquer. Est-ce qu'on n'est pas... est-ce qu'on a vraiment la capacité de freiner le développement de la science et même sa commercialisation sur des questions comme celle-là? Non, c'est sûr qu'on n'a pas la capacité de freiner le développement de la science, mais on a peut-être une capacité de s'interroger sur un certain nombre de choses, sur, par exemple, de breveter le corps humain, toute la question de la propriété intellectuelle, qui est une autre énorme question. Je ne pense pas que l'idée est d'arrêter la science, mais l'idée, c'est d'essayer
et je connais pas mal, moi, de scientifiques qui se posent certaines questions sur les tenants et les aboutissants des choses sur lesquelles ils travaillent. Donc, je pense pas qu'on va arrêter la science, mais il faudrait voir, c'est un peu ça le débat, jusqu'où on veut aller ou comment on veut le faire, même si vous discutez, par exemple, avec Rémi Quirion, qui est dans les sciences cognitives, il s'intéresse beaucoup aux questions sociales, aux questions éthiques, de voir qu'est-ce que ça veut dire, de voir, par exemple, jusqu'à quel point un implant va interférer avec votre vie privée, avec la confidentialité, avec... Qu'est-ce que ça veut dire, un implant? Si vous avez un implant ou même les choses qu'on vous met là, pour passer les douanes... alors là, on voit l'intérieur du corps humain. Alors, est-ce que c'est une intrusion à la vie privée? Alors, tout ce débat entre la sécurité, entre la vie privée et tout ça, c'est un débat considérable. Les États doivent décider de permettre ou d'interdire, par exemple, ce dont on discutait il y a quelques minutes, les modifications génétiques sur les embryons. Où est-ce qu'en est le débat public? Est-ce qu'il y a des États qui ont déjà légiféré là-dessus? Oui, il y a des choses différentes, comme par exemple, il y a certaines pratiques qui sont acceptées en Belgique ou qui ne sont pas acceptées en France et tout ça. Et là, c'est un peu aussi cette idée d'essayer d'avoir des consensus un peu à l'échelle mondiale pour que si certaines pratiques, comme je ne sais pas, le clonage reproductif ou certaines applications des nanosciences ne sont pas permises dans un pays, bien, les scientifiques peuvent se déplacer dans un autre pays. Alors, il y a beaucoup de discussions aussi sur des gouvernances mondiales de ces questions. Et puis, il va se développer, comme il y a des paradis fiscaux, il y aura des paradis génétiques, non? Des paradis génétiques, oui. En fait, il y a actuellement, par exemple, des paradis de don d'organes. Hein? Ça existe. Hein? Il y a le trafic des organes qui se fait. Il y a des endroits, des Canadiens qui vont aller dans certains pays que je nommerai pas, ou qui sont super bien équipés, ils vont recevoir un organe, mais s'ils reviennent ici et il y a un problème, qui va payer? C'est notre système de santé. Alors, il y a... On peut quand même pas enlever l'organe à la frontière. Non, et maintenant, avec les scans, vous voyez, on pourrait voir s'il y a un nouvel organe implanté. Oui, bien sûr. Ouais. On va terminer sur cette note d'humour. Michel Stanton-Jean, on va rediscuter de ça, je suis sûr, à plusieurs reprises. Et ça pose la question de la dignité humaine et de la diversité humaine. La diversité humaine. Alors, à quoi avez-vous pensé comme plage musicale? Alors, comme 1 million de gens? 1 million de gens. 1 million de gens. Bon, ben voilà. Pourquoi pas? De Claude Dubois, tout à fait. On se dirige vers 1 million de gens différents, même peut-être dans leur fabrication humaine. Alors, merci beaucoup. Je répète le titre du livre que vous avez lu pour nous, Gilbert Ottois, Dignité et diversité des hommes. C'est aux éditions Vrin ou Vrai, je ne sais pas comment le dire, pour demain. Et on écoute, grâce à vous, Claude Dubois, comme 1 million de gens. Puis un jour il a rencontré une femme qu'il a mariée, sans pour cela se demander si du moins il pouvait l'aimer. Comme 1 million de gens, ils ont vieilli dans leur quartier, et leurs enfants pour subsister serrés dans les poings fermés. Mais autour d'eux, il y aura plus petit, plus grand, des hommes semblables en dedans. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. Merci de l'avoir écoutée. Si vous voulez la revoir ou revoir des émissions précédentes, venez sur le site serium.ca. Vous y trouverez également les annonces de nos activités publiques à venir. Vous y êtes bien sûr conviés. Vous trouverez également une invitation à proposer quelle serait, selon vous, la personnalité internationale de l'année. C'est un concours que nous organisons, enfin un prix que nous allons donner par un jury, mais nous sollicitons les candidatures auprès du grand public. Nous organisons cet événement en collaboration avec l'émission 1 heure sur Terre de Radio-Canada. Vous trouverez également sur le site serium.ca l'annonce de nos écoles d'été pour l'été 2010. Elles sont maintenant ouvertes pour les inscriptions. Alors, nous en avons 8 cette année. Le capitalisme en crise, qui reverra les raisons de la crise en cours et on discutera des solutions possibles, des voies de remplacement. L'Inde, un cours sur la surprenante modernité de l'Inde sur 6 jours. Tous les cours sont sur 6 jours et mobilisent une douzaine de conférenciers pour faire le tour du sujet. C'est le cas également pour la Chine éveillée, comment elle change et nous change. Un cours sur le droit de l'environnement, cette année, les affaires en vert. L'Afrique, pas si noire que ça, également un cours de 6 jours. Comment gérer une crise internationale? Nous allons faire dans ce cours une simulation de crise et nous allons voir comment on peut réussir à s'en sortir. Pour comprendre l'islam à la fois dans les pays musulmans et pour ce qui est des minorités musulmanes dans les pays occidentaux, comme chez nous. Et finalement,
un cours sur les opérations de paix, comment réaliser la paix. Alors tout ça est disponible, les informations sont sur le site, les inscriptions sont ouvertes. C'est évidemment destiné à la fois aux étudiants de maîtrise ou de fin de premier cycle, mais aussi à vous, les membres de la société civile ou des citoyens intéressés aux affaires internationales qui voulaient passer une semaine à approfondir un sujet. J'espère vous y rencontrer. Alors merci à l'équipe technique, Luc Laflamme, Ognan Gouerguieff et Jean-François Da Silva Larue. Et je vous dis à la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.